Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les ensembles de nombres pour voir si vous avez bien compris un petit peu les définitions rationnelles, irrationnelles, décimales. Voilà. Donc ici, dit vrai ou faux, à chaque fois il faudra dire si c'est vrai, de quelle propriété ça vient. Et si c'est faux, comme d'habitude quand c'est faux, soit on trouve un contre-exemple, soit on fait une démonstration qui montre que c'est faux. Donc on commence facilement avec l'opposé d'un entier est un entier. Cette première question elle a juste un objectif, c'est de vous rappeler qu'il y a deux types d'entiers. Les entiers naturels, les éléments de n, donc qui sont 0, 1, 2, 3, 4, etc., qui sont tous positifs ou nuls, et les entiers relatifs, qui contiennent d'ailleurs les antinaturels, mais auxquels on a rajouté les nombres moins 1, moins 2, etc. Donc quand on parle d'un entier, en général, ça dépendra un petit peu du cadre de l'exercice, donc ça sera à vous de voir, mais globalement, si on fait cette phrase-là, on peut considérer que c'est un entier relatif, on prend le plus grand possible. Donc ici, l'opposé d'un entier relatif. Alors, à supposer qu'on parle d'entier relatif, effectivement. Les entiers relatifs, dans l'ensemble des entiers relatifs, à chaque fois, vous avez un nombre et son opposé, puisqu'on a rajouté justement les négatifs qui correspondent à chaque entier positif. Donc ici, à condition ici de mettre relatif, l'opposé d'un entier relatif est effectivement un entier relatif. D'accord, ça c'est vrai. Si on considère qu'on parle d'entiers naturels, c'est faux, parce que les opposés des entiers naturels, à part celui de 0, parce que moins 0 c'est l'opposé de 0, c'est un entier naturel, moins 1 n'appartient pas à n, donc si on considérait, c'est-à-dire que l'opposé de 1 n'est pas un entier naturel. Donc dans ce cas-là, si on avait mis naturel, la propriété aurait été fausse. Mais c'est vraiment juste l'objectif de cette question, c'est vraiment de réinsister une dernière fois sur naturel relatif. L'inverse d'un entier non nul est un décimal. Alors ça c'est faux. Tout simplement, on va trouver un contre-exemple. Si vous prenez un demi, oui, un demi, on va faire un demi, c'est 0,5. Par contre, un tiers, tout de suite, oui, c'est l'inverse. L'inverse, c'est quand on fait 1 sur, d'accord? Donc l'inverse de 2, c'est un demi, c'est bon. Donc on se dit oui. Par contre, l'inverse de 3, c'est un tiers. Et un tiers, c'est 0,33, etc. Ça n'appartient pas à l'ensemble des décimaux, puisque vous avez ici une partie décimale, ici, qui ne s'arrête pas, avec une répétition à l'infini d'une séquence non nulle qui est une séquence courte. Ici, c'est juste 3. Alors, des inverses qui ne donnent pas des décimaux, il y en a plein. Il suffit de prendre l'inverse d'un nombre premier, par exemple, 1 septième. Donc, à part l'inverse de 2, tous les inverses des nombres premiers, 1 neuvième, 1 25e, ne sont pas décimales. Il y en a beaucoup d'autres. La règle pour qu'une fraction soit non décimale, il faut, c'est que son dénominateur ici contient autre chose qu'un 2 ou qu'un 5. C'est-à-dire que si dans la décomposition de votre quotient, par exemple, si je prends 20, 20, ça s'écrit 2 puissance 2 fois 5, c'est un nombre décimal. Il n'y a que des 2 et des 5 dans la décomposition en facteur premier du dénominateur. Si, après avoir vraiment réduit votre fraction et la rendre irréductible, si par exemple vous avez 1 sur 12, là vous avez effectivement 2 puissance 2, mais vous avez un 3. Et ce 3-là, il va rendre la chose non décimale. Ça se prouve par l'absurde, ça. Donc dès qu'au dénominateur, votre fraction irréductible a un diviseur différent de 2, diviseur premier différent de 2 et 5, votre fraction n'est pas décimale. Donc, dernier exemple, je prends 75. Alors, dans 75, effectivement, j'ai 5 fois 5, donc ça, c'est très bien. Par contre, j'ai un 3 qui traîne. Et donc, ça, c'est une fraction non décimale. On en aura besoin quand on a des huitièmes, par exemple. 1 sur 8, c'est 1 sur 2 au cube. Donc, cette fraction, on arrivera à la rendre décimale. Voilà. Même chose avec les puissances de 5, 25, 125. Si vous mettez 125, c'est un nombre tout à fait décimal. Voilà. On passe à la suite. Mais on n'oublie pas de quand même rédiger. Ce qu'on aurait dû mettre sur une copie, c'est par exemple 3 est entier et son inverse, un tiers, n'est pas décimal. Donc, c'est faux. D'accord? Donc, l'affirmation est fausse. L'inverse d'un rationnel non nul est un rationnel. Alors ça, c'est vrai. Pourquoi? Prenons soit P sur Q avec P un entier relatif et Q non nul, un entier relatif non nul,
soit P sur Q avec ça, donc un rationnel. Ça, c'est l'écriture d'un rationnel. D'accord? Un élément donc de l'ensemble Q. Si je prends son inverse, alors pour inverser, il faut qu'il soit non nul. Donc ici, pour que cette fraction soit non nulle, je dois prendre P non nul et Q non nul. Donc l'inverse de 1 sur P sur Q, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc l'inverse de P sur Q, ça veut dire qu'il va falloir multiplier par Q sur P. Et dans ce cas-là, eh bien l'inverse de P sur Q, ça va donner de P sur Q, ça va donner Q sur P. Et comme Q, eh bien, c'est un anti-relatif et que P aussi, ils sont même non nuls, hein, d'accord? Ça veut dire que Q sur P, donc Q sur P, appartient effectivement à l'ensemble des rationnels. Et donc, l'inverse de P sur Q est donc Q sur P. Et donc, la proposition, elle est tout à fait vraie. L'inverse d'un rationnel non nul est bien un rationnel. De par son écriture sous forme de fraction et de par cette propriété très importante qui dit que quand on divise par une fraction, eh bien, ça revient à multiplier par la même fraction dans laquelle on a échangé en fait les deux numérateurs et dénominateurs. On complique. L'inverse d'un irrationnel est un irrationnel. Alors ça, question qui, si vous inversez par exemple pi, est-ce que le nombre que vous obtenez eh bien, est un irrationnel? Alors irrationnel, la meilleure façon de le concevoir simplement, c'est cette écriture décimale ici avec aucune répétition. C'est-à-dire vous avez à l'infini comme ça une partie décimale qui ne se répète jamais, jamais nulle. Elle ne s'arrête pas, elle va comme ça à l'infini, on ne sait pas ce qui se passe. Alors quand on inverse un nombre comme ça, vous imaginez bien que c'est compliqué, donc on va bien plutôt essayer de raisonner par l'absurde ici. On va montrer que l'inverse d'un irrationnel n'est pas un rationnel. Et donc on va supposer, supposons, donc on va prendre soit x un irrationnel, et on va supposer, supposons que son inverse, 1 sur x, est rationnel. Ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Alors, si 1 sur x est rationnel, donc 1 sur x appartient donc à Q, donc il existe P appartenant à Z et Q appartenant à Z étoile, Q ne doit pas être nul, tel que 1 sur x est égal à P sur Q. D'accord? Alors, ici, comme on a une fraction avec un 1 en haut, forcément P aussi est non nul. Donc là, j'ai donc P et Q qui sont non nuls. Conclusion, 1 sur x s'écrit P sur Q. Et donc, eh bien, petit produit en croix, cette version du produit en croix qu'on utilise dans les équations, dans les égalités, ça fait donc 1 fois Q doit être donc égal à x fois P, comme tout est non nul. Alors ici, x irrationnel, donc ça veut dire que x est non nul, d'accord? Donc là, regardez ce qu'on peut faire, eh bien, on peut rediviser, et le P, on va le mettre à gauche en bas. Donc x va être égal à Q sur P. Pourquoi c'est un problème? Parce que Q, c'est un antirelatif, P, c'est un antirelatif, et donc x serait rationnel, puisqu'il a une écriture de rationnel. Et donc ça c'est absurde, parce que x, on sait qu'il est irrationnel. Donc ceci est absurde. Notre raisonnement par l'absurde a marché. Notre supposition est donc fausse. Donc 1 sur x ne peut pas être rationnel. Donc 1 sur x est irrationnel. On voit une démonstration intéressante pour bien utiliser un raisonnement par l'absurde. Voilà. Donc, je répète, évidemment, vous avez bien compris que si on prend 1 sur racine de 2, c'est le même problème. Vous avez l'inverse d'un nombre très compliqué. Est-ce que c'est vraiment un nombre compliqué? Ça, c'est ouais. On ne peut pas comme ça intuitivement trouver. Donc on est obligé après à des moments en maths de faire des vrais raisonnements. Et le raisonnement par absurde, c'est un raisonnement qui fonctionne assez bien dans pas mal de cas. Maintenant, le carré d'un irrationnel peut être rationnel. Alors ça, on réfléchit un peu. Alors avec pi, ça marche pas. Pi et pi carré, j'en sais rien. D'accord? Racine de 2 par exemple. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Racine de 2 est irrationnel. Et son carré est un entier, donc il est rationnel. Donc la propriété, elle est vraie. C'est possible.
le carré d'un irrationnel, ça peut être rationnel, donc c'est vrai. Alors pour pi, hein, je vous le dis, ça ne marche pas. Le carré de pi n'est pas rationnel. Alors ça, c'est des choses beaucoup plus pointues en maths. Un pi est ce qu'on appelle un nombre transcendant. C'est un nombre. Alors c'est pas du tout au programme de lycée. Hein, un nombre transcendant. D'accord. Ça veut dire que en maths, il n'est solution d'aucun polynôme à coefficient entier. Ça veut dire que si pi carré était rationnel, pi carré s'écrirait p sur q. Et donc, on aurait q fois pi carré qui serait égal à p. Et donc, pi carré serait racine du polynôme q fois x moins p. Q fois x moins p. Et donc, pi serait racine de q fois x carré moins p. Et ça, on sait que c'est pas possible, je vous l'ai dit, parce que, c'est démontré, hein, pi n'est une solution d'aucun des racines d'aucun polynôme à coefficient entier, ce qu'on appelle un nombre transcendant. Et donc on est sur une catégorie de nombres beaucoup plus compliquée que racine de 2, parce que racine de 2, lui, vous voyez, finalement il est beaucoup plus simple que pi, parce que racine de 2 au carré, ça fait 2. Et donc racine de 2, il est solution de x carré moins 2. Donc, voilà, il est comme ça. Une fois qu'on va plus loin, il y a les nombres irrationnels, mais à l'intérieur de ces nombres irrationnels, il y a une autre catégorie de nombres beaucoup plus compliquée que les autres, c'est les nombres transcendants. Alors, les vedettes là-dedans, c'est pi, hein, vraiment, c'est la grande vedette, mais il y en a plein d'autres. Hein. Pour ceux qui ont fait l'exponentielle, eh bien, vous avez le nombre E. Nombre E aussi, c'est un nombre transcendant. Il n'est solution d'aucun polynôme à coefficient entier. Voilà, là, on est vraiment sur un domaine beaucoup plus élevé, mais juste par culture. Comme si vous rencontrez cette appellation nombre transcendant, ça existe. Hein, voilà. C'est une catégorie, donc, à l'intérieur des nombres irrationnels. On continue. Affirmation suivante, assez évidente, tout nombre entier est décimal. Alors on peut avoir l'ambiguïté, entier relatif, antinaturel, mais ici ça ne pose pas de problème. Les entiers relatifs, donc les éléments de z, sont tous des décimaux parce que z est inclus dans les nombres décimaux. Et même les entiers naturels sont inclus. Donc pas de souci, cette affirmation elle est vraie. Hein, parce que les décimaux, je rappelle, alors si vous regardez l'écriture, vous avez donc un nombre, une partie entière, voilà, et vous avez une partie décimale qui peut être fini, d'accord? C'est-à-dire qu'après, vous avez à un moment une répétition de 0 à l'infini. Ou alors, notation avec des fractions, ça s'écrit donc un nombre p relatif divisé par une puissance de 10 entière. Et les entiers, par exemple 3, eh bien, vous pouvez l'écrire 3 sur 10 puissance 0. Donc tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des décimaux. Et si vous regardez l'écriture, évidemment, un 3, vous pouvez l'écrire 3,0. Et donc vous avez bien une partie décimale ici finie. Voilà. Ensuite, on passe à la racine carrée d'un élément de n est un irrationnel. Alors, à la racine carrée d'un entier. Donc racine de 2, effectivement, irrationnel. Racine de 1. Alors, la racine de 1, bah c'est égal à 1. C'est entier. Donc ça n'est pas irrationnel. Donc c'est non irrationnel. D'accord? On aurait même pu prendre racine de 0 qui vaut 0. D'accord? Quelles sont, si on devait vraiment donc résumer la situation, quelles sont les racines d'entiers qui sont irrationnelles? Donc ici, je vais mettre faux. D'accord? Eh bien, juste, on ne va pas le démontrer ici, mais il faut que sous votre symbole, vous ayez une décomposition en facteur premier avec au moins une puissance impaire. Par exemple, si vous avez un nombre qui s'écrit 3 au carré fois 4 puissance 6, eh bien vous allez pouvoir sortir le 3 et des 4. Donc vous allez pouvoir sortir 3. Et 4 puissance 6, c'est 4 puissance 3 au carré. Donc je peux sortir le 4 puissance 3. Donc il va rester. Donc la règle, c'est que si vous prenez la racine carrée déjà d'un nombre premier, là c'est bon, ça c'est irrationnel. D'accord? Et si vous prenez la racine carrée d'un nombre dont la décomposition admet au moins une puissance impaire, c'est la même chose. Alors un exemple, par exemple 12. 12, hein, où j'ai fait une racine un peu longue, mais c'est quoi? C'est donc 2 au carré fois 3. Le 3 a une puissance ici impaire, donc il n'y a que le 2 qui va avoir le droit de sortir, et on arrive à démontrer que eh bien, ce nombre est un irrationnel. D'accord? Donc voilà, quand on regarde par exemple 25, ça va être bon parce que, oui, 25 c'est un carré. Hein, donc dès que les nombres sont des carrés, c'est bon. Si à l'intérieur vous avez, alors je prends allez, au hasard, on va prendre 102.
102, ça fait racine de 2 fois 61. Ben, vous avez ici des nombres premiers de 61 qui sont à la puissance 1. Donc on pourrait prouver ça par l'absurde, hein, bien que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Donc voilà, là l'avantage c'est qu'une fois que vous avez dit que racine de 1 est entier, hein, vous pouvez même, alors souvent on pense plutôt à racine de 16 ça fait 4, c'est un entier, ce n'est donc pas un irrationnel. 22 septièmes, est-ce que c'est égal à 3, 14, 28, ici avec une écriture finie? Alors, ici, hein, deux façons de raisonner. Donc ici, première chose, ce que je vais vous montrer, on va poser la division. 22 sur 7. Dans 22, combien de fois 7? 3 fois. Donc il reste 1. J'abaisse un 0. Dans 10, combien de fois 7? Une fois 7, 7. Il reste donc 3. Je baisse un 0. Dans 30, combien de fois 7? 4 fois 7, 28. Voilà, il reste 2. J'abaisse un 0. Dans 20, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14. Vous allez voir, on va y arriver. Hein. Il reste 6. Je baisse un 0. Dans 60, combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56. Il me reste 4. Je baisse 40. Dans 40, combien de fois 7? Donc 5 fois 7, 35. Il me reste ici 50. Dans 50, combien de fois 7? 7 fois 7 fois 7, 49. Il reste 1. Ah, ça c'est très intéressant. Il reste 1. Et ce reste 1, on l'a déjà à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, on va répéter cette série de divisions jusqu'à revenir à un autre 1. Donc ici, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ça va se répéter. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. à l'infini. Donc, 22 sur 7, c'est 3,142857. Et je mets un trait ici pour indiquer une répétition à l'infini de cette séquence non nulle. Donc on écrit hein, répétition de séquence non nulle. Donc nombre. Et donc c'est un nombre qui n'est pas décimal, donc non décimal. Un nombre décimal peut avoir une écriture qui s'arrête ici, elle ne peut pas s'arrêter. Autre raisonnement, on va raisonner par l'absurde. Par l'absurde, on suppose, hein, supposons que 22 sur 7 est décimal. Ça veut dire que, dans ce cas-là, il existe un nombre A entier relatif, hein, et un nombre n entier naturel, tel que 22 sur 7 est égal à A sur 10 puissance n. D'accord? Et on va rendre cette fraction irréductible, hein, c'est-à-dire qu'on peut supposer que A n'est pas divisible par quelque chose qui diviserait 10, donc ni par 2 ni par 5. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, c'est très rapide. On fait un petit produit en croix. 22 fois 10 puissance n est égal à 7 fois A. D'accord? Et alors là, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on regarde ce 7. C'est le 7 qui m'intéresse. Hein. 7 divise un produit. Et 7, c'est un nombre premier. Eh bien, il y a un lemme, ça s'appelle le lemme d'Euclide, qui dit que si un nombre premier divise un produit, forcément, il divise l'un des deux. Mais comme 7 ne divise pas 22, eh bien 7 diviserait 10 puissance n. Et on sait que c'est pas possible. 22 fois 10 puissance n, si vous décomposez en nombre premier, il n'y a pas de 7. D'accord? Donc ici, ce nombre-là, pas de 7 dans la factorisation en facteur premier. Et donc, c'est impossible. Hein, d'accord? 7 ne peut donc pas diviser 22 fois 10 puissance n. Et donc, on arrive à quelque chose qui est absurde. Qui dit donc, raisonnement par absurde, notre hypothèse est fausse. Donc, 22 sur 7 n'est pas décimal. Et n'est pas décimal. Il ne peut donc pas avoir une écriture finie. Par conséquent, il ne peut pas être égal à ce nombre ici qui a une écriture finie. Voilà. L'inverse de 3,375 est 8 sur 27. Alors ici, eh bien, comment on va faire ça? Alors, on va se placer déjà un petit peu plus haut. On va regarder 8 sur 27. L'inverse de 8 sur 27, qu'est-ce que c'est? Alors 27 sur 8. On va regarder 27 sur 8, puis après, vous allez comprendre pourquoi. 27 sur 8, c'est une fraction qui est intéressante parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, on a dit, hein, quand le dénominateur n'a que des 2 ou des 5, c'est bon, c'est un nombre décimal. Comment on le prouve assez facilement? Eh bien, on va multiplier. Chaque 2 va être multiplié par un 5. Vous allez voir. Donc, je multiplie en haut et en bas par 5 fois 5 fois 5.
Ça veut dire qu'en bas, je vais former 2 fois 5, 2 fois 5, 2 fois 5. Je forme donc 10 fois 10 fois 10. C'est-à-dire, je forme 1000. En haut, j'ai 27 fois 125. D'accord? On va donc faire 27 fois 125. Alors, je vais le poser. Hein, 27 fois 125. 5 fois 7, 35. Ça fait 13. 2 fois 27, 54. 1 fois 27, 27. Il me reste donc 5, 7, 8 et 5, 13, 3. Ça veut dire que j'ai 3375 sur 1000, c'est donc 3,375. Conclusion, donc 27 sur 8 est égal à 3,375. Et en inversant, ça veut dire que 8 sur 27 est donc égal à 1 sur 3,375. Conclusion, l'inverse de 3,375, c'est bien 8 sur 27. Et donc ça, c'est une proposition qui est vraie. Autre méthode, on peut partir de 3,375. Et on va l'écrire donc 3375 sur 1000. Et on va simplifier au maximum. Alors, les gens peuvent... il y a ici, ça finit par 75, donc c'est divisible par 25. Alors, dans 3375, combien de fois 25? Vous pouvez faire la division, mais bon. Alors, on fait donc dans 33, combien de fois 25? Une fois 25, 25. Ce qui fait donc 875. Ensuite, dans 87, ça fait 3 fois. 3 fois 25, 75. Il nous reste 12. D'accord? C'est ça, donc 12, ça fait 125, donc ça fait 135. On trouve donc 135 fois 25 sur... Alors 1000, c'est 25 fois 40. On simplifie par 25. Il me reste 135 sur 40. On simplifie par 5. Donc en bas, c'est 5 fois 8. Et 135, c'est 5 fois 27. On simplifie par 5. Il me reste 27 sur 8. D'accord? Ensuite, on inverse. Et effectivement, en inversant 27 sur 8, on tombe sur 8 sur 27. L'inverse de moins 16 sur 7 est un décimal. Alors, ce qu'on fait, on regarde tout de suite. Quel est son inverse? C'est donc 1 sur moins 16 sur 7. Quand on divise par une fraction, on l'a déjà dit, on va donc multiplier par son inverse. Alors, le moins ici, on va tout de suite, il peut être mis ici. Le moins, cette capacité de pouvoir changer et de venir en haut ou devant le trait de fraction. Et là, vous aurez donc 1 multiplié par 7 sur 16. Alors, est-ce que 16 sur 16, 7 sur 16, c'est un décimal? Eh bien, on va décomposer 16. 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est 2 puissance 4. Donc, si je reprends cette idée dans l'exercice de la question précédente, je vais multiplier. J'ai 2 puissance 4, donc j'ai 4, 2. Je vais rajouter 4, 5. En haut, évidemment, et en bas. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en bas, j'ai maintenant 10 fois 10 fois 10 fois 10. J'ai donc en bas 10 puissance 4. En haut, j'ai moins 7 fois 5 puissance 4. Ça fait 25 fois 25, ça. Ça fait donc moins 7 fois 625. Alors, je vais quand même faire le calcul. 625 fois 7. 7 fois 5, 35. Il reste 3. 7 fois 7, 14 et 3. 17. Il reste 1. Ça fait donc moins 4375 divisé par 10 000. D'accord? Alors, on reconnaît ici l'écriture d'un nombre décimal. Il y a une puissance de 10 entière au dénominateur. Sinon, vous pouvez l'écrire moins 0,4375. Écriture finie, donc nombre décimal. Donc la propriété, elle est vraie. Voilà, cet exercice est terminé. Vous voyez, on a tout fait sans machine, comme quoi on peut quand même se débrouiller. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un bel exercice. Il y a pas mal de choses instructives là-dedans. À bientôt.